de commencer. Alors déjà, en présentation, nous avons nos jeunes du conseil municipal, donc conseil municipal des jeunes, qui sont ravis, donc ça fait 2 mois qu'ils ont été élus. Voilà. Et puis, monsieur le sénateur, vous avez déjà fait une petite leçon d'initiation de la citoyenneté, comment on met son écharpe, ça c'est super. Voilà. Donc, mesdames, messieurs les officiels, représentants de la région du département, monsieur le sénateur Pierre Cuper, monsieur le sénateur Aymeric Durox, monsieur Patrick Septier, président de la communauté des communes Morez-Seine-et-Loing, cher Patrick, mesdames et messieurs les représentants, les forces de l'ordre et les pompiers, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs du corps enseignant, mesdames et messieurs les artisans et commerçants de notre village, chères Maméziennes, chers Maméziens, tout d'abord, je vous adresse mes très sincères remerciements pour votre présence à notre cérémonie des vœux 2024. Je sais que pour certains, c'est un vrai marathon et nous sommes reconnaissants que vous puissiez honorer de votre présence ce temps fort des vœux de l'année, qui est aussi un temps fort de tradition républicaine. Avant de commencer, je vous fais part des excuses de notre députée, Jean-Louis Thériault, Anne Chain-Larcher, sénatrice, et Marianne Margalet, également sénatrice, qui sont retenues ce soir par des obligations. Eh bien, nous y sommes. La porte est ouverte sur 2024. C'est toujours un grand plaisir pour mon équipe et moi-même de vous retrouver pour ces moments de célébration. Je vous donne le déroulé de notre cérémonie qui se veut simple, conviviale, à l'image de notre commune. Alors, puisque nous sommes déjà retrouvés il y a 2 mois pour le bilan de mi-mandat, je ne vais pas passer en revue l'ensemble de nos actions depuis que vous nous avez fait confiance. Elles sont validées et dans nos habitudes au quotidien. Nous ferons une rétrospective de l'année écoulée 2023. Puis avec l'équipe, je souhaite vous présenter nos services et nos agents. Ensuite, cette année, nous souhaitons mettre en l'honneur 2 figures qui ont marqué la vie associative de Saint-Mamet. Monsieur Patrick Septier, président de la communauté des communes de Morez-Seine-et-Loing, prendra la parole. Et puis, Pierre Cuper, sénateur, conclura ses prises de parole. Nous avons 2 sénateurs, le protocole veut que... Pardon, c'est le plus vieux qui peut parler. Vous vous rendez compte? Mais le plus sage. Puis nous continuerons notre soirée pour échanger autour du verre de l'amitié, bien évidemment. Nous le savons tous, l'année 2023 a touché de plein fouet l'actualité internationale. Mais avant de formuler des vœux, il nous faut rappeler qu'il existe actuellement des guerres en Ukraine, en Palestine et encore bien d'autres pays. Ces situations glacent le sang et mêlent l'horreur. Le désespoir de ces populations, marquées par ces conflits meurtriers qui font que les civils sont les premières victimes. Aussi, je forme un premier vœu, c'est celui que nous puissions retrouver la paix dans ce monde. Avant de poursuivre notre cérémonie, avec toute mon équipe, nous nous adressons à chacun et à chacune d'entre vous une très bonne et heureuse année 2024, des vœux de bonne santé, tant elle est essentielle, des vœux d'épanouissement dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Mes pensées positives pour 2024 vont tout naturellement aussi vers ceux qui souffrent dans leur corps et leur cœur. Pour commencer, regardons ensemble dans le rétroviseur 2023. Ce fut une année riche en joie retrouvée. Et une de nos priorités, comme au début de ce mandat, a été de vous soutenir et de vous accompagner. Pour parler de la vie de notre commune, le dernier chiffre de l'INSEE annonce 3416 habitants. Les réunions citoyennes, comme les commissions, les cafés du maire, les échanges avec le maire, les élus sur le marché le dimanche et leur totale disponibilité en semaine répondent avec rapidité aux préoccupations des habitants. Cette disponibilité
est une grande force de notre équipe au service des Mamésiens. Nous avons créé un service gratuit tous les mercredis d'aide aux courses pour nos aînés à partir de 70 ans, avec la mise à disposition d'un véhicule électrique conduit par un agent et pour aller dans les supermarchés avoisinants. Nous avons reconduit la convention avec les ateliers de gymnastique longévité, également gratuite, et qui connaît un vif succès pour maintenir nos aînés en forme. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, elle s'est faite dans de très bonnes conditions. Les travaux d'entretien et de réparation prévus dans le programme annuel ont été réalisés durant l'été. Cette année, la maternelle accueille 112 enfants, l'école Henri Geoffroy, 144 enfants et 70 à l'école Benoît-Plassard. J'insiste que notre équipe soutient pleinement nos écoles pour la bonne réussite de nos enfants grâce au budget alloué d'une part, et d'autre part l'aide aux familles grâce à l'organisation de notre périscolaire qui accueille 97 enfants chaque jour et 192 enfants des jeunes à la cantine chaque jour également. En octobre 2023, les enfants ont réélu le nouveau CMJ qui vous a été présenté tout à l'heure, composé de 15 enfants qui se sont vus remettre leur écharpe par les anciens. Donc la notion de passation est quelque chose donc de symbolique, mais de réel à Saint-Mamet. Voilà, donc composé de 15 enfants qui sont vus remettre leur écharpe par les anciens, c'est ce que je venais de vous dire. Voilà seulement 2 mois qu'ils ont pris leurs fonctions, et 2 actions fortes ont déjà marqué leur début de mandat, de la participation, avec la municipalité au Resto du Cœur, ainsi que la plantation de l'arbre qu'ils ont baptisé eux-mêmes l'arbre de la paix, et ils l'ont baptisé de façon démocratique. Une symbolique très forte. Le 30 septembre, nous avons inauguré « Raconte-moi mon village », ce projet collaboratif et intergénérationnel initié par la communauté des communes Maurice-Seine-et-Loing. Et ça a permis aux enfants mamésiens et leurs aînés de se rencontrer pour réaliser des vidéos qui racontent l'histoire de notre village. La bibliothèque continue son développement. 126 ateliers enfants ont été organisés cette année avec 53 nouvelles inscriptions et une ouverture aux écoles. Cette année, nous avons eu un flux de 539 usagers. Sur l'année, nous avons eu un flux de 539 usagers, ce qui est considérable dans le cadre de notre réception. Un agent se forme progressivement pour assurer cette mission, aidé par 2 autres agents. La maison communale, rue Grande, mise à disposition dès notre arrivée pour le docteur Soliveau, notre médecin, est une aide considérable pour les habitants, d'autant qu'elle est aussi le médecin des enfants de l'ERPD. Cette situation, bien que temporaire, continue à bien fonctionner dans l'attente de la construction du prochain centre associatif médical privé, rue Ambetta, 2025 en principe. La poste communale continue à bien fonctionner, 6 jours sur 7, avec un important flux d'usagers, ce qui montre l'importance de ce service rendu aux habitants. Sur ce poste, 2 agents supplémentaires ont été formés cette année pour assurer une continuité du service en période de vacances. Cette année 2023 a été pour Saint-Mamet une année riche et intense en joie retrouvée, notamment grâce à l'implication de nos associations qui sont la sève de notre village. Et ce temps fort des vœux est l'occasion de leur redire à quel point nous les encourageons. Nous les soutenons et les félicitons pour l'énergie extrêmement positive déployée pour animer notre commune, grâce bien évidemment aux bénévoles. Nous sommes aussi très fiers de nos associations sportives et leurs brillants résultats, comme les joutes, le judo et le karaté. Nous aurons l'occasion de mettre à l'honneur nos sportifs fin juin. En attendant, nous les félicitons. Je cite également la 30e édition du prix cycliste organisé par le Vélo Club de Saint-Mamet, avec une centaine de participants qui ont serpenté les rues de la commune. C'est l'occasion pour toute l'équipe de féliciter aussi l'association du comité des fêtes de Saint-Mamet pour ses nombreuses animations dans le village. À titre d'exemple, les soirées dansantes à thème, leur participation à la fête de la musique et à la fête du 14 juillet et son repas républicain, la guinguette au bord de l'eau de septembre, la fête d'Halloween, l'association 1000 Sabords pour leur animation à la sensibilisation de la transition écologique à titre d'exemple, le troc aux plantes, le verger collectif, le projet pédagogique écologique dans les écoles, les soupes du marché, leur animation lors de la fête du patrimoine, les conférences, la FSL pour leurs différentes conférences, le flambeau de la culture, projet du rectorat en lien avec l'Olympiade culturelle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, leur participation aux Journées du patrimoine,
l'organisation de la Saint-Nicolas, célèbre fête batelière. L'association Saint-Mamès et vous pour l'organisation de ces sorties qui ont eu un grand succès et leur soirée Alors on danse. L'association La Maison d'Entraide de France et son spectacle de chant qui réunit enfants et parents. L'association Centre de recherche CRDMA, Centre de recherche et de documentation médiévale, et Claude Clément Perrault pour ses implications culturelles dans le village et l'exposition des photos des caves de la région. L'association C'est Loin Culture de Rive pour son salon du livre, l'association de l'Amicale des anciens combattants pour les repas dansants, l'association de l'Âge d'Or pour les compétitions de belote et repas dansants. Pour finir les sujets des fêtes, je félicite aussi nos élus pour l'organisation des événements tels que la chasse aux œufs, la guinguette de printemps et de fin d'année pour nos aînés, les marchés musicaux, le marché de nuit, la fête du 15 août avec le feu d'artifice, le vide-grenier, les journées du patrimoine avec la participation de 10 associations et le rapprochement avec les associations Octobre Rose et le Resto du Cœur, le marché de Noël, le concert de violoncelle dans l'église et la visite du Père Noël pendant 2 semaines sur nos marchés, dans les écoles et les clubs sportifs. Encore une fois, je remercie vivement l'ensemble des associations et leurs bénévoles pour leur dynamisme et faire vivre Saint-Mamès. Pour notre cérémonie cette année, je souhaite, avec mon équipe, mettre à l'honneur les agents de notre commune et saluer leur implication dans le service public au quotidien. Ces personnes sont souvent dans l'ombre et à la fois, rien de tout ce que j'avais évoqué ne pourrait se faire sans eux. Je vais donc appeler les responsables de service et les agents qui composent le service. Didier Chastanet, qui est notre DGS, c'est-à-dire le manager de service. Didier, si tu peux t'approcher. Annie Picard, qui est en première ligne, responsable de l'accueil et du service administratif. Annie connaît tout, ou presque tout, de notre village. Sylvie Desmas, qui est dans le coin, qui est notre responsable de la comptabilité et des finances. Tout comme Annie, elle est un pilier de nos services. Aurélie Brunet, qui est notre responsable des ressources humaines, elle a en charge la gestion de notre personnel. Isabelle Tavot, qui est responsable de l'urbanisme. Céline Bréchet, responsable du service périscolaire et manager de l'équipe des agents du scolaire. Elle est responsable et elle manage une équipe de 21 agents composée de 4 ATSEM, 12 animateurs et 5 agents. Ces personnes s'activent pour donner le meilleur à nos enfants et avec bienveillance et professionnalisme. Nous pouvons les applaudir de nouveau pour leur remarquable quotidien. J'appelle Marie-Laure Tocard, qui est l'agent responsable de la bibliothèque. Alors, c'est une réussite parce que Marie-Laure est en reconversion et elle assure avec brio le fonctionnement donc, de notre bibliothèque. Et bien sûr, il y a 2 autres agents, Sophie, je ne sais pas si elle est là, et Lucie. Sophie, je l'ai vue. Si elle veut bien se rapprocher, voilà, elle est là-bas. Et Lucie, elle n'est pas là. Donc Sophie et Lucie nous permettent d'être en renfort sur la bibliothèque et d'assurer une très bonne énergie, puisqu'on a ouvert cette bibliothèque, bien évidemment, aux écoles. Romain Avril, qui est excusé ce soir, il est le responsable des services techniques, manager des équipes espaces verts, il est le manager des équipes espaces verts et techniques. Il pilote 10 agents techniques qui, eux aussi, assurent un travail remarquable. Ces agents ont tous des qualités techniques différentes. Ils savent tout faire, de l'électricité à la plomberie en passant par le ciment. Ce sont des maillons de la chaîne très importantes et croyez-moi, ils assurent. Car souvent dérangés quand ils se lancent dans une tâche et que nous leur faisons tout lâcher pour une urgence. Ils font preuve d'un sérieux que je souhaite aussi mettre en avant ce soir.
Joël Thomain, donc, qui est, je l'ai vu aussi. Voilà. Joël Thomain a pris, on va le laisser arriver, il a pris son rôle très à cœur et est responsable des espaces verts. Vous avez certainement pu remarquer cette année l'embellissement de notre village par les plantations dans la ville et au cimetière. Et il a encore plein d'idées. Simon Jouot, qui est responsable du bâtiment, il est pas là. Céline Sinon, qui est la nouvelle responsable du CCAS et des équipes du SAD, qui s'excuse aussi, qui a été prise par des obligations personnelles. Enfin, l'ASVP, Alexandre Géronimo. Voilà. Alors, c'est l'homme qui se fait le plus disputer dans sa mallette. Après moi. Ah bon? Après moi. Voilà. Notre ASVP, qui est en cours de formation pour devenir policier municipal. Et enfin, je vais demander donc à Davy Surier, notre responsable de la Poste. Donc il a réussi à faire exploser la fréquentation donc de la Poste. 45 agents assurent donc au quotidien le service public. Nous pouvons tous les applaudir pour leur implication dans leur rôle et leur fonction. Parlons maintenant de 2024. Notre soirée me permet aussi de vous tenir au courant du suivi de l'actualité de 2 dossiers en cours concernant la bourse d'affrètement et le Jeune Or. Voici brièvement en résumé ce qui en est. Ça évitera quelques rumeurs. En ce qui concerne la bourse d'affrètement, qui, je le rappelle, n'est pas notre propriété, mais est bien celle de l'État. Elle a été identifiée par l'État, c'est-à-dire la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, comme étant un site d'intérêt majeur, qui représente l'histoire de la batellerie et l'identité de la commune. On a subi un squat, en son temps, à mon tout début de mandat, c'est comme ça que j'ai appris à gérer les difficultés, avec XR Rébellion. Donc normalement, l'État devait nous donner à 1 euro symbolique ce bâtiment. Et merci donc les squatteurs. Du coup, il a fallu qu'on achète ce bâtiment et c'est pas possible pour nos finances. Alors en ce qui concerne la bourse d'affrètement, eh bien, comme c'est un site d'intérêt majeur qui représente l'histoire de la batellerie, comme tout le monde le sait aujourd'hui, c'est ce que je viens de vous dire, on est dans la possibilité financière d'investir pour l'acquisition de ce lieu. Il nous faut 3 millions d'euros. Cependant, nous avons travaillé avec les services de l'État, la DDFIP, et je remercie aussi, donc, et j'excuse aussi Thierry Mail, donc notre sous-préfet, qui est pris par d'autres obligations, mais qui m'a mis le pied dans l'étrier. Donc on travaille ensemble, effectivement, avec les services, la DDFIP et les domaines, afin de permettre la réhabilitation et la reconversion du bâtiment de la Bourse, tel que proposé dans notre programme, quand on a fait il y a 3 ans, lorsqu'on avait fait campagne. Donc, pour cela, avec les mêmes services, nous avons mis en place un appel à manifestation d'intérêt citoyen. Ce dossier est en cours et les investisseurs potentiels devront respecter un cahier des charges très précis, à savoir une dimension culturelle, une dimension commerciale et économique autour d'activités nautiques ou tourisme fluvial et une dimension écologique. Nous sommes donc dans l'attente d'investisseurs et c'est en cours. Pour ce qui est du Jeune Or, à notre plus grande surprise, mais ça quand on est nouveau maire, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de casseroles. Et c'en est une. Pour ce qui est du Jeune Or, et à notre plus grande surprise, dès notre arrivée, nous avons récupéré un bateau sans papier officiel, ne répondant à aucune des obligations administratives obligatoires, et en prime, nous avons récupéré une interdiction de recevoir du public. Et qui est-ce qui s'est fait disputer? C'est Bibi. Donc à ce stade, sachez bien que nous avons entrepris des démarches de régularisation, bien sûr. Cette situation nous obligerait à dégager un budget très important de plusieurs milliers d'euros, comme sortir le bateau de l'eau, refaire donc les contrôles, etc., etc. Donc nous avons rendez-vous avec le département, et plus particulièrement
Madame Véronique Vaux, vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture et du patrimoine, avec qui, accompagnée par ses directeurs de service, le lundi 29 janvier prochain, pour travailler sur ce dossier très compliqué. Le département ne veut pas qu'on mette ce bateau à la casse, parce que c'est la seule solution pour nous sommer. Moi, remettre 17 000 € donc, dans des réparations, ça n'est pas possible. Ça s'explique, hein, ça n'est pas possible parce qu'il y a un restaurant sur l'air. Tous les espoirs sont donc permis pour en faire un musée et nous continuer pour réussir ce projet, obtenir les financements nécessaires. Donc je suis très confiant par rapport au devenir, bien évidemment, du jeune or. Et c'est là où c'est le projet donc, de mandature à propos de la construction du restaurant scolaire. Après 3 ans d'études, de réflexion et de négociations financières, de recherche et financement et de travail avec les enseignants, les parents d'élèves, les agents de la municipalité, les élus, le projet a été définitivement... Ça va exploser. Non, c'est bon. Donc le projet a été définitivement arrêté. Enfin, vous avez pu constater que les travaux viennent de commencer. En ce qui concerne le coût de cette construction, le montant hors taxe du projet s'élève à 2 506 000. Au départ, on était parti sur un budget d'1,8 million. Donc les augmentations, etc., donc des matériaux, fait qu'on se retrouve avec 2 500 000. Eh bien, grâce à l'ensemble donc des élus, bien évidemment, Marilyn, première adjointe des finances, et bien évidemment donc Isabelle, on a réussi à faire une gestion qui est tout à fait correcte et on a pu se permettre donc de rajouter le complément, c'est-à-dire 800 000 €. Sylvie, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Ah voilà, elles vont rigoler parce que c'est tout le temps comme ça. Voilà, oui. Je fais tout le temps ça. L'ensemble représentant un total de subvention de 62% du coût total, ce qui nous amène à une participation donc, de la ville de 38%. C'est l'occasion pour moi, et ce soir, de remercier l'État, la région, le département, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Touche pas. Touche pas. C'est l'occasion de remercier l'État, la région, le département, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, et sans eux. Un peu plus fort, plus fort. Bon. Ce que je voulais dire, sans la région, sans l'État, sans le département, rien ne serait possible. Touche pas. Je tiens à préciser que ce projet est extrêmement structurant pour notre commune. C'est ça qu'il faut... Il faudra chanter. Change de solo, si vous Ah, mais il y en a donc, il y a qui des conseils Entre les deux. Ah ben voilà, ça valait mieux. Yeah. Alors, je peux faire mon discours en chanson, hein? Non. Voilà. Donc je tiens à préciser que ce projet est extrêmement structurant pour notre commune. En effet, ce bâtiment d'environ 500 mètres carrés comprendra un restaurant pour les maternelles, un restaurant pour les élémentaires, une cuisine, des sanitaires, des locaux techniques, et puis pour stopper toute rumeur mensongère qui traîne dans les réseaux, un accueil périscolaire, élémentaire et maternel, une salle avec une entrée indépendante pour les jeunes de la commune qu'on a dénommée Campus Jeunes. Donc bien sûr, il y a la création des cheminements entre les écoles et les bâtiments, puisqu'il a fallu, on en parlait donc ce matin donc concernant les difficultés administratives. La région, ça devrait s'arranger, mais la région avait décidé donc de récupérer leur matériel, parce que nous on a une école où donc on partage avec la région cette école, et la région avait décidé donc de sécuriser. En conclusion, ils mettaient des barrières partout, ils nous supprimaient 2/3 la cour de récréation de nos enfants. C'est-à-dire que les enfants se retrouvaient avec une cour donc de 50 mètres de long sur 5 mètres de large. Bon. Je leur ai exprimé que même en rêve, c'était pas la peine qu'ils y comptent. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'autres nouvelles. Donc cette construction répond bien évidemment à une nécessité absolue, car la salle des fêtes qui est ici sert actuellement donc de cantine. Et c'est épouvantable, quoi. Les enfants bon, moi j'ai été déjeuner plusieurs fois,
c'est dur de tenir. Alors c'est dur pour les enfants, mais c'est extrêmement difficile aussi pour nos agents qui travaillent. Donc c'est impératif que cette construction puisse répondre donc à cette transformation tous les jours. Donc actuellement nous avons une dérogation pour 1 an parce qu'on devait nous fermer donc la cantine, c'est interdit. Donc ils sont venus visiter, regarder ce qui se passait et c'était une fermeture. Les enfants ne pouvaient plus manger à la cantine. Donc il a fallu que je fasse la pantomime. On a réussi à le faire et j'ai réussi à obtenir une dérogation pour 1 an. Alors peut-être qu'on va obtenir une dérogation un petit peu plus longue parce que la construction a commencé, donc à côté, et il faudra 18 mois. Alors j'espère que l'État nous acceptera qu'on continue comme ça. La construction du restaurant scolaire vient donc commencer, c'est ce que je viens d'exprimer, et dès février. En ce qui concerne cette construction, nous vous tiendrons informés de son avancement par un affichage, des photos et tous les plans sur les vitres de la salle du conseil municipal. L'application pour 2024 du quotient familial pour la cantine a pris effet depuis le 1er janvier 2024. Ce qui veut dire qu'une partie donc, des parents vont bénéficier donc, d'un tarif très avantageux qui leur permettra donc, de pouvoir payer la cantine donc, des enfants. Nous poursuivons notre programme aussi de fleurissement et de plantation d'arbres. Donc Joël nous a déjà proposé une multitude, donc, il a fait beaucoup de propositions. Nous continuerons les actions programmées comme la création et la mise en place des bornes de fluide pour les mariniers, quai de Seine et quai de la Croix-Blanche, en attente depuis longtemps. D'après les dernières informations données par Seine et Marne Numérique, les Mamésiens pourront disposer de la fibre à partir de juin 2024. Donc je connais à peu près le sujet puisque Patrick Septier, notre président donc, de la communauté des communes, m'a nommé donc vice-président en charge du développement du numérique. Je vais à toutes les réunions, mais bon, normalement à Saint-Méry, on devait avoir la fibre optique en décembre 2023. Bon, il semblerait qu'on puisse l'avoir en juin 2024. Croisons les doigts. Nous continuerons à développer la synergie entre les différents acteurs locaux pour augmenter l'attractivité de notre beau village. En termes clairs, vous avez compris donc ma sensibilité par rapport aux bénévoles et donc nous avons décidé donc, de nous rapprocher de plus en plus au niveau des associations et de les faire travailler. Et ça marche bien. Parce qu'ils ont de bonnes idées et puis ils ont beaucoup de bénévoles. Et la vie du village, effectivement, nous permet donc de changer l'orientation donc, de Saint-Mammès. Nous lançons la création d'une réserve civique générale citoyenne dans le but de prêter main forte pour des missions occasionnelles, ponctuelles ou récurrentes à viser des services publics ou des associations. Il s'agit d'une démarche de bénévolat dans nos diverses organisations du village. Nous allons élargir l'offre culturelle et proposer encore plus de festivités tout au long de l'année. Je remercie les musiciens qui sont là, donc qui vont participer très activement à ce développement. Nous continuerons d'avancer sur le dossier jumelage avec une ville européenne et nous renforcerons des espaces d'écoute et de partage. Vous voyez, nous venons de loin pour refaire battre le cœur de Saint-Mammès et à la fois, on avance à grands pas. Je vous renouvelle mes vœux chaleureux, sincères et fraternels à vous tous. Des vœux citoyens où nous retrouverons le sens du bien commun, le respect de chacune et chacun dans ses convictions, ses pratiques et ses choix de vie, dès lors que cette liberté n'empiète pas sur celle d'autrui. Des vœux où le vivre ensemble réside dans la richesse et le respect de nos différences. Des vœux d'optimisme où chacune et chacun puisse voir la qualité plus que le défaut et réussir plus que l'échec et où relativiser permet d'espérer et d'avancer. Je reste à vos côtés et je vous assure de mon engagement toujours aussi fort et celui de mon équipe à votre service pour que Saint-Mammès soit vraiment un village où il fait bon vivre. Je passe la parole à Lionel Alleur, maire adjoint en charge des associations. Bonjour à tous.
et meilleurs vœux. Donc cette année, nous allons mettre à l'honneur 2 personnes. Donc on va commencer par la personne la plus ancienne, naturellement, Monsieur Jacques Albert du club de judo. Donc s'il peut venir sur le podium pour qu'on retrace un peu son historique sportif. Alors je vais commencer par un petit rappel sur le club du judo pour recadrer un petit peu le club. Donc c'est un club très actif, animé par son président, M. Manuel do Nascimento, avec une cinquantaine de licenciés aujourd'hui. Les cours sont dispensés au dojo, à la salle à vocation sportive, depuis les années 90. Depuis les débuts du club, 67 ceintures noires ont été formées. Ce club a été créé à Saint-Mamé en 1951. Monsieur Jacques Albert y a débuté à l'âge de 12 ans, juste après sa création. Donc, très précoce, Monsieur Albert est devenu ceinture jaune après 3 mois de cours. Ceinture orange, une semaine après, suite à sa première compétition. En 1958, il devient professeur stagiaire à la création du club de Bagnols-sur-Loing. Fidèle au club de Saint-Mamé, il obtient sa première dan. Il est partie prenante de la création du championnat 77. De 58 à 63, il remporte plusieurs fois les titres de champion d'Île-de-France et se qualifie pour les championnats de France. Il participe activement au développement du judo en organisant des démonstrations. À partir de 1963, il devient deuxième dame et reprend le club de Saint-Mamé. En plus de ses activités sportives et professionnelles, il intègre la prestigieuse académie de Maître Guy Pelletier à Paris, formateur du judo traditionnel du Kodokan. La carrière est longue. En 1965, troisième dan. En 1967, il obtient son diplôme de professeur d'État et participe avec le comité 77 à la mise en place des cours pour les jeunes de 10 à 12 ans. Pionnier dans l'organisation des stages de spécialité kata, créateur des fiches d'évaluation, spécialiste du Nache no Kata, il devient formateur, juré et directeur fédéral 77 des kata. 1979, quatrième dan. 1985, cinquième dan. On n'arrête plus. 1986, médaille de bronze fédérale. 1990, palmarès de bronze fédéral. 1993, sixième dan. Et diplôme des compagnons croix de bronze. De 1996 à 1997, obtient le label niveau national de l'école française de judo Jiu-Jitsu. Non mais j'ai soif. C'est dur à dire, voilà. De 1996 à 2010, met en place avec monsieur Jean-Claude Prieur, responsable France Judo Handisport, des stages mixtes, handicapés et valides, auxquels participent les judokas du club et l'équipe de France Handisport, championne du monde à l'époque en titre. En 1998, Trophée Chine. Entre 2000 et 2007, la palme d'argent fédérale, puis celle d'or. Le diplôme des compagnons croix d'argent, le diplôme d'état supérieur performance sportive judo jiu-jitsu, le diplôme de la grande médaille d'or, numéro 346. En 2021, donc c'était hier, toujours très actif et sportif, il obtient la 7e dan. Il y en a 214 en France de sportifs qui possèdent la 7e dan. Donc c'est quand même un espoir. Bravo. Un beau palmarès. Bravo à monsieur Albert pour son investissement pour le judo et sa carrière sportive. Donc nous allons lui remettre la médaille de la ville et si monsieur Albert a quelques mots à dire, il n'y a pas de souci. Ah, c'est dur, hein. C'est pas facile. Excusez-moi, mais
Je vous remercie de tous ces compliments, mais si vous voulez, bien évidemment, je propose à Monsieur Albert de devenir l'homme responsable de la sécurité à Saint-Mamet, et en particulier du maire. attention, j'ai quand même un certain âge, hein, pour pas dire un âge certain. Mais bon, encore enfant. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous remercie. Merci à vous. Nous avons souhaité mettre également à l'honneur le président du club des Joutes, Frédéric Roux, club qui fête ses 140 ans cette année. Il est fait pas, ces 140 ans. Hein. Donc, le club des Joutes, sport emblématique de la commune, compte à peu près 25 licenciés. Donc là, c'est la période hivernale, il n'y a pas de joute. Après un palmarès très important depuis les années 80, plus de 65 titres de champion de France cumulés, il est la fierté de la commune de Saint-Mamet, dont je parle du club. Pour l'année 2023, on compte encore 3 titres de champion de France, dont un acquis par Frédéric Roux, ici présent, et par son fils William en junior lourd, donc la relève. Parlons de Frédéric Roux. Frédéric Roux, licencié au club depuis 1999, est très investi pour le club. Secrétaire de 2002 à 2008, puis président du club, jusqu'à aujourd'hui, peut-être demain. Dans les instances, implication importante à la Ligue Nord de la Loire-Picardie, élu depuis 2004, président de la commission jeune de 2012 à 2007, vice-président de la commission joute de 2012 à 2016, vice-président de la Ligue depuis 2020. Élu depuis 2020 à la Fédération française des joutes et sauvetage nautique. Son palmarès est impressionnant. 18 fois champion de France en méthode parisienne. 5 titres de meilleur jouteur senior lourd de 2018 à 2023, depuis la création du challenge. Seul jouteur senior lourd à avoir obtenu les titres champion de France en 2014, méthode parisienne, donc ce qu'on pratique à Saint-Mamet, et alsacienne en senior lourd. Bravo à Frédéric pour sa réussite sportive au club et à son investissement pour les jeunes de notre commune. Nous pouvons souhaiter que 2024 apporte de nombreux titres de champion de France au club de Saint-Mamet. Félicitations. Oui, avec plaisir. Dans un premier temps, moi, j'aurais voulu remercier Monsieur Albert parce qu'à la base, je suis judoka aussi. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à son enseignement parce qu'on gagne toujours son enseignement pour les autres sports qu'on pratique. Et donc, je considère que si aujourd'hui j'ai réussi dans la joute, c'est grâce à lui et tout ce qu'il m'a appris. Ensuite, j'espère que cette année, nous aurons beaucoup de jeunes de Saint-Mamet qui viendront pratiquer notre sport et essayer de découvrir un année olympique en plus, oblige. Et qu'on aura beaucoup de résultats. Voilà. Merci à vous. Bravo. Donc là, on n'a plus d'autres champions de la même trempe pour le moment, mais ça va venir, on espère. Donc, en cette année olympique, nous souhaitons également mettre en avant une jeune sportive mamésienne, malheureusement retenue aujourd'hui par d'autres obligations. Elle est née l'année de la première victoire de la France en Coupe du Monde de football, donc apparemment une bonne année. Elle s'entraîne au pôle de France de Fontainebleau.
Elle s'est rapidement révélée comme une sprinteuse de haut niveau, remportant 2 médailles au championnat du monde junior de 2016. J'ai oublié de donner son nom. Estelle Raffet. Voilà. Elle a également remporté le titre de championne de France en salle sur 200 mètres en 2021. Elle détient le record de France du relais 4 fois 200 mètres avec ses coéquipières françaises réalisé aux mondiaux de 2019. Estelle Raffet est une athlète ambitieuse qui vise une qualification pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Elle fait partie des 9 athlètes soutenus financièrement par la communauté des communes Morez-Seine-et-Loing. Nous pouvons lui souhaiter premièrement de se qualifier pour les Jeux Olympiques en juillet et deuxièmement de réussir de belles performances. Bravo à Estelle, nous serons bien entendu tous derrière elle pour l'encourager. Encore bravo et bonne chance. Avant de laisser la parole à nos élus, enfin donc présidents et sénateurs, on va se faire encore du bien et se faire plaisir. Je ne passerai pas à côté le fait, donc, pour qu'on ait une pensée très forte à Axel. Axel, qui joue sa demi-finale ce soir et qui vous embrasse bien sûr, et qui vous embrasse tous, bien sûr, bien sûr. Donc Axel, moi j'en suis fier parce que Axel, il est de notre équipe, c'est un conseiller municipal. Et j'ai lu dans un article du Parisien d'aujourd'hui qu'à la sortie donc de la Star Academy, il recommencera donc sa fonction et puis il va continuer à s'occuper des citoyens mamésiens. Vive Axel! Si vous voulez plus de précision, sa maman va nous servir tout à l'heure donc des bonnes... voilà. Elle est là-bas, Patricia. Alors, Axel est conseiller donc municipal, mais Patricia, sa maman, donc, est une agent donc, des services de Samamé. Donc, il y a de la qualité, hein, Samamé. Voilà. Bien, à partir de maintenant, je vais arrêter de vous saouler parce que sinon, vous allez vous énerver. Je vais laisser la parole donc à Patrick Septier, président président donc, du conseil communautaire. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, on voit que ce discours s'est terminé en fanfare avec Axel qui est sur les chaînes, sur notre championne d'athlétisme, et puis l'hommage aux anciens, parce que si aujourd'hui il y a de la qualité, c'est qu'il y a eu le vent avant des précurseurs et des racines. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et tu parlais de transmission, eh bien c'est tout à fait ça. Il faut être capable de transmettre pour arriver à prévoir l'avenir et à faire les choses ensemble. Alors, dans cette année 2023, c'est une année un peu compliquée, tu l'as dit, entre les guerres, entre les événements climatiques, entre le pessimisme ambiant. Mais je crois qu'il ne faut pas se laisser dominer par cela. Et le rôle des élus locaux est de plus en plus important. Quand ça va mal, vers qui se retourne-t-on? Eh bien, vers la proximité, vers les élus qui connaissent le mieux le terrain, qui connaissent le mieux les habitants, qui ont le plus grand savoir-faire. Et on l'a vu par rapport au programme, aux actions qui ont été faites ici à Saint-Mamet, mais on le voit dans l'ensemble des communes. Eh bien, c'est grâce à cette volonté d'entreprendre, d'être à l'écoute, d'être près des gens, eh bien que la cohésion tient encore dans notre pays. Et je voulais qu'on applaudisse très fort les élus de Saint-Mamet et tous les acteurs de la vie locale, parce que c'est grâce à eux eh bien, que les choses se passent quand même pas trop mal dans notre secteur. Je dirais un mot du conseil départemental et de la communauté de communes. Alors tu as cité bien sûr les subventions que l'on apportait. Alors je ne vais pas faire un inventaire de tout ce que fait le conseil départemental.
Je voulais simplement dire qu'il y a des gros projets, et en particulier sur le collège de Champagne, puisque nous allons le rénover complètement. C'est plusieurs millions d'euros, donc ça fait partie des compétences importantes. Et donc le collège va être complètement rénové, ce qui va permettre d'offrir aux collégiens, et en particulier à ceux de Saint-Mamet, des conditions d'apprentissage de très bonne qualité. Au niveau de la communauté de communes, au-delà des compétences techniques, tu as parlé de la fibre optique. Alors la fibre optique, la communauté de communes paye, mais c'est pas elle qui fait, c'est le syndicat. Donc si ça va mal, effectivement, vous pouvez vous tourner vers Joël et lui dire tout le mal qu'on en pense. Mais bon, c'est pas de sa faute non plus, on a bien payé les choses, mais il fera remonter les doléances au syndicat, et je pense qu'on va quand même finir par en sortir. Et tu parlais de l'année 2024, effectivement, sur l'année 2024, l'ensemble de notre territoire devrait être raccordé, mais comme on le dit déjà depuis un certain nombre de temps, espérons que cette fois-ci ce sera la bonne. Alors, au-delà de ces compétences techniques qui sont quand même essentielles, parce que la fibre optique aujourd'hui, si on veut développer le télétravail, par exemple, c'est quelque chose de fondamental. Eh bien, nous investissons surtout dans l'humain. Et on le sait bien ici à Saint-Mamet, où nous avons notre crèche, la crèche qui est déjà très ancienne et qui permet d'offrir un certain nombre de services. L'investissement dans l'humain, pour nous, c'est important, c'est d'aider les habitants, c'est d'être au plus près de ces habitants. Et puis, c'est aussi prévoir l'avenir avec notre projet de territoire. Après de longues discussions, de longues concertations, eh bien, nous allons fixer le cap de développement de notre territoire pour les 10 années prochaines, avec un certain nombre d'actions à développer, toujours dans l'idée de toujours mieux vivre dans notre territoire. C'est ça l'objectif. Nous sommes là pour ça, pour aider les gens et faire que les choses se passent le mieux possible dans un maximum de domaines. Alors, gérer le quotidien au plus près du terrain, à l'écoute des personnes, pour régler les problèmes, et puis aussi préparer l'avenir. Je crois que c'est important, et ce sont ceux-là nos principaux objectifs. Alors, je vous souhaite pour 2024 une très belle année, santé, réussite et bonheur, et bien vivre à Saint-Mamet. Merci. Merci Patrick. Et maintenant, je vais demander donc à notre sénateur, Pierre, de prendre la parole. Bien. Vous êtes nombreux. Alors j'ai l'honneur de me présenter comme étant un petit vieux, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Alors je vais mettre un premier souhait. Je vous souhaite à tous, un jour, d'avoir mon âge. Voilà. Monsieur le maire, cher Joël, c'est un plaisir immense pour moi d'être ici. C'est la première fois que je viens à des vœux à Saint-Mamet. J'y passe très souvent et souvent je vois aussi des difficultés qui sont les vôtres rien qu'en regardant. Quand la Seine déborde, par exemple. Et je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, les choses se passent sur ce plan-là, pas trop mal. Alors, je voudrais saluer tous les élus, bien évidemment, saluer mon collègue sénateur, saluer ce conseil municipal et toi, cher Patrick, président de cette communauté. Et je vois bien ici qu'il y a une belle entente. Ça semble être une belle entente qui marche plutôt bien. Voilà. Et en plus, il y a des sportifs qui sont de haut niveau. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de parler de Saint-Mamet dans les mois qui viennent. Alors, tu as dit tout à l'heure, la porte est ouverte en 2024. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre une porte? On découvre quoi? On découvre, bien évidemment, que l'avenir, on peut le voir de manière pessimiste, on peut le voir de manière optimiste. Moi, j'ai envie de la voir de manière tout à fait réaliste. À savoir que tu as parlé de la guerre pour 2023, il y aura la guerre en 2024.
qu'on le veuille ou non. Que l'on ait envie qu'il y ait la guerre, non, bien évidemment, et qu'il faut tout faire pour que notre pays puisse accompagner une paix provisoire, mais aussi une paix durable dans toutes ces contrées, parce que, de toute façon, pour toutes ces populations, c'est dramatique. Mais nous aussi, nous vivons des conséquences de tout cela. Et je crois que notre humanité n'est pas faite pour se battre. Notre humanité, elle est faite pour vivre ensemble. C'est ce que vous faites ici, et c'est le rôle des maires, c'est le rôle du conseil municipal, que d'essayer de trouver les bons liens, les bonnes paroles, les bons mots, les bonnes actions, les bons moyens, pour que justement, vivre à Saint-Mamet soit la ville la meilleure du monde. Voilà. Alors, je vais donc voir les choses avec réalisme, et je vais essayer de vous demander de partager avec moi 3 vœux. 3 vœux au niveau de la nation, si vous le permettez, puisque je suis sénateur, donc je vais parler de mon rôle et de ma mission de représenter les collectivités territoriales, les collectivités locales, et de voir de quelle manière on aimerait que les choses s'arrangent pour notre pays. Alors je vais essayer d'être rapide parce que c'est la période des vœux, mais il y a 507 communes, et je vais probablement faire 42 ou 43 vœux, et j'en ai un à 19h à Limoges-Fourches. Alors j'aimerais ne pas être trop en retard. Mon premier vœu, c'est pour notre pays qui est affaibli dans un certain nombre de problèmes, notamment sur l'économie, que notre pays puisse avoir cette souveraineté qu'il a perdue. Cette souveraineté, c'est le cœur battant de notre pays. Et je souhaite que dans cette souveraineté, la France puisse mettre en œuvre, en 2024, tous les moyens pour que nos entreprises, qui sont en première ligne de la création de valeur ajoutée, puissent reprendre la main et avoir la possibilité de se développer. C'est-à-dire de se développer, de créer de la richesse. Notre richesse sans être obligé d'aller la chercher ailleurs. Eh bien, la production française doit être au rendez-vous justement des attentes des Français. Alors, être moins dépendant du reste du monde, ça me paraît important. Si je prends simplement la pharmacie, je m'aperçois que nous dépendons, pour le Doliprane ou autre, des matières premières, et qui nous viennent d'Asie ou d'ailleurs. Eh bien, je pense que là aussi, il faut mettre les moyens nécessaires pour que notre pays puisse avoir à sa disposition ce dont elle a besoin. La souveraineté énergétique, on en parle tous les jours, et vous-même, en tant qu'élu, la municipalité, en tant que les maires et les élus, nous savons, et vous, tous les concitoyens, que votre coût d'énergie est de plus en plus fort. C'est facteur 2, facteur 3, facteur 4 pour certains. Je voyais ici en passant à Moret, cher Patrick, cette piscine, aujourd'hui, eh bien c'est compliqué. Il faut la chauffer. Hein, enfin, c'est une belle réalisation, elle n'est pas noyée pour le moment. Pas encore. Bon. Ah. Voilà. Donc la souveraineté, on a besoin de toutes les formes d'énergie. Je crois qu'on a besoin d'un bouquet d'énergie et que nous soyons capables dans notre pays de faire en sorte d'avoir justement la possibilité de développer l'ensemble de toutes les énergies. Et nous avons au Sénat, d'ailleurs, voté un texte à laquelle j'ai pu participer pour faire en sorte que ce soit les élus qui décident de l'implantation sur leur territoire de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Si certains veulent des éoliennes, pourquoi pas? Si certains veulent du photovoltaïque, pourquoi pas? De la méthanisation ou autre? Eh bien, on a toute cette richesse aujourd'hui qu'il faut être capable de développer de façon à être le plus autonome possible. Alors ça, c'est une première envie pour moi, mais qui peut être contrariée simplement par le fait que l'État, qui aujourd'hui a un bouclier tarifaire qui devait être stoppé sur l'électricité le 28 juin dernier, mais qui est reprolongé, mais qui risque d'être arrêté, l'État a annoncé la création d'une taxe supplémentaire. Ça s'appelle la TICFE, c'est la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, qui va coûter à chaque ménage, c'est la réalité, un peu plus de 130 € par an. Alors on veut développer les énergies renouvelables et en même temps, on vous met des fers aux pieds. Voilà, je le dis simplement, c'est pas de la politique, c'est simplement un constat. Souveraineté alimentaire. Nous avons en France, nous avons en Seine-et-Marne, nous avons ici, dans cette belle région où vous êtes, nous avons la possibilité de satisfaire l'ensemble des besoins alimentaires de nos concitoyens.
nous avons aussi, et nous avions, cette capacité énorme en France de pouvoir exporter, et l'agriculture notamment, il y a une quinzaine d'années, apportait plus de 11 milliards positifs dans l'équilibre de la balance commerciale de notre pays. Eh bien cette année, 2023, nous sommes en négatif. Nous sommes en négatif, pourquoi? Parce que là aussi, les contraintes sont telles, la concurrence est telle, les charges sont telles que nous ne pouvons plus satisfaire à des prix raisonnables et compétitifs les besoins de nos concitoyens. Alors, je voudrais dire aussi et attirer votre attention sur ce qui se passe depuis quelques semaines sur les attaques terroristes en mer Rouge, ces attaques terroristes des Houthis qui aujourd'hui bloquent les bateaux ou agressent les bateaux qui passent par le canal de Suez. Et ce canal n'étant plus accessible à cause de ces risques, vont passer par le Cap. Et je lisais tout à l'heure, entre deux réunions, que la société Telsa, en Allemagne, vient de fermer son usine parce qu'elle ne peut plus être approvisionnée à cause de ces approvisionnements qui n'arrivent pas. J'ai lu aussi que la société Volvo, donc dans le milieu automobile, était en train de fermer son usine en Belgique, temporairement bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas les disponibilités des matières premières. Donc on voit bien au travers de ces deux exemples que l'Europe est de plus en plus fragilisée et qu'elle le sera davantage, et qu'il faut que nous soyons vigilants et prudents, et que notre France et l'Europe se mettent bien en capacité de lutter contre ces attentats sur un plan mondial et que nous puissions continuer à être moins vulnérables. Alors mon deuxième vœu, il est très simple. Je voudrais que l'on puisse faire sauter tous les tabous, c'est-à-dire la surcharge administrative, les lourdeurs administratives, que les Français s'imposent au travers de textes qui sont aujourd'hui, je dirais, il y a des dispositions européennes, avec des règles européennes, et la France s'astreint à rajouter des contraintes supplémentaires, et ces contraintes supplémentaires nous mettent dans une situation qui, aujourd'hui, nous pénalise terriblement. Donc je veux et je souhaite que l'on puisse simplifier les procédures, supprimer la surtransposition des normes, et puis rendre plus accessible la qualité de nos actions. Le troisième vœu, c'est l'autorité. Où est l'autorité? Je la cherche actuellement. Je la cherche depuis quelques semaines, quelques mois, plusieurs mois, plusieurs années. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un manque de carburant au niveau de l'État qui nous permet justement d'actionner tout ce qui est nécessaire pour répondre aux objectifs et aux attentes, là aussi, de nos concitoyens. Notre démocratie est fragilisée. Elle est fragilisée, et pour ce faire, je souhaiterais que nous puissions la renforcer. Pour la renforcer, il faut rapprocher la décision de ceux qu'elle concerne. C'est-à-dire, c'est le terrain qui sait, qui connaît les difficultés, qui connaît les solutions qui pourraient être trouvées. Et je souhaite véritablement que l'on arrête de considérer que quand, par exemple, un obstacle, un embâcle dans un ruisseau bouche un pont et empêche le flux d'une rivière et qui va provoquer des inondations, qu'on ne soit pas bloqué par une situation administrative compliquée qui fasse que, parce que c'est la loi, on va mettre 9 à 10 mois pour avoir une autorisation pour enlever la souche qui bloque et qui gêne tout le monde. Donc je pense que là aussi, c'est le maire qui doit pouvoir prendre la décision immédiatement pour faire en sorte de lever cet obstacle et cet incident. Est-ce que vous partagez cette idée? Merci. Donc il faut renforcer le rôle et le pouvoir des élus. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les arbres qui montent le plus haut sont ceux qui ont les racines les plus profondes. Où sont les racines? Elles étaient là tout à l'heure devant nous. Ce sont ces jeunes, c'est ce conseil municipal, ce sont tous les élus qui sont ici. Voilà les racines de notre République. Et c'est celles-là qui, aujourd'hui, ont du sens. D'ailleurs, elles ont tellement de sens que nos collectivités ont fait la preuve de leur capacité à gérer leur collectivité, à construire,
à sauvegarder le patrimoine, qui est compliqué. Vous avez un programme ici, je ne vais pas dire maritime, mais fluvial, et je vois bien les difficultés quand on ouvre cette porte 2024 pour ce musée, pour ces investissements qui vous retombent dessus. Et puis, vous avez aussi cette capacité à innover, à équilibrer vos finances, parce que vous avez l'obligation d'équilibrer vos finances. Et moi, je voudrais que vous applaudissiez très fort tous les élus qui sont ici pour justement l'activité qui respecte tous ces engagements. Vous pouvez les applaudir. Les collectivités sont toujours en première ligne. C'est le droit à l'engueulade permanente. Bien sûr, mais il faut l'accepter. Et c'est ce que tu fais. Et tu as raison. Et les gens ont raison de t'engueuler. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bloquent. Et ça veut dire qu'il faut faire avancer et déverrouiller tout ce qui bloque. Voilà. Alors, je vais en terminer pour ne pas être trop long, puis il faut que je me sauve. Je voudrais rappeler un petit peu l'esprit que le général de Gaulle, à l'occasion, vous savez qu'il est décédé il y a 53 ans, et on a fêté son anniversaire le 9 novembre dernier, et je me souviens d'une parole de Charles Pasqua qui disait sur l'esprit du gaullisme et de la résistance, il disait « L'essentiel, c'est la capacité de refuser ce qui apparaît au plus grand nombre comme inévitable. » Moi, je me refuse à l'impossible. Voilà. Parce qu'il faut se battre, il faut justement faire en sorte que nous ayons, parce que nous aimons tous notre pays. Moi, j'aime, mais profondément mon pays, avec je suis un farouche défenseur de mon pays. Mais nous ne devons pas aimer n'importe quel pays. Pour moi, je veux aimer un pays, une France puissante. Je veux aimer une France indépendante. Je veux aimer celle que l'on respecte. Je veux aussi aimer une France qui a du bon sens. Le bon sens, c'est celui qui est devant vous ici, avec tous les élus. C'est le vôtre. Hein, c'est pas celui qui vient d'une hiérarchie qui considère qu'il y a des textes, il y a des règles, etc., mais ils ne sont pas sur le terrain. Donc il faut les adapter. J'en reviens au pouvoir des élus. Et nous allons, au cours de cette année 2024, nous attaquer au statut de l'élu au Sénat. C'est important. Donc toutes les informations que vous pourrez nous donner seront les bienvenues. Et puis je termine tout simplement par une phrase d'Albert Einstein qui disait « Il faut toujours apprendre d'hier ». Je dis ça pour un certain nombre de jeunes ou de la jeunesse qui considèrent que ceux d'avant n'ont rien fait, que ceux d'avant n'ont servi à rien. Heureusement que Louis XIV a construit Versailles, ça a créé une économie. Hein, voilà, il y a eu Fontainebleau aussi, aujourd'hui tout le monde en profite. Je crois que ce souvenir d'hier me paraît quelque chose d'important au quotidien. Il disait aussi vivre pour aujourd'hui. Vivez pleinement votre journée. Vivez pleinement 2024. Et puis, espérez pour demain. L'espérance est quelque chose que nous devons construire au quotidien. C'est compliqué d'espérer quand on subit, quand on est forcé à accepter des choses qui ne nous conviennent pas. Mais l'espérance, on doit l'avoir, on doit la construire, on doit construire cette confiance en nous, mais confiance en notre pays. Alors je vous souhaite une année de fierté française, je vous souhaite une année que vous soyez comblés de bonheur, que votre santé puisse être débordante et que la joie puisse être celle dans vos familles, dans vos collectivités, dans vos amis. Bonne année, très bonne année à vous tous. Bien, avant donc de vous proposer d'aller vous restaurer, d'échanger, de nous rencontrer, je voudrais remercier donc nos musiciens locaux, puisqu'on fait tout dans le local, qui vont continuer à animer notre petite, j'allais dire garden party. Bon. Allez. C'est la fête. Voilà. Donc c'est la fête. Alors, mais, je vous invite donc à aller boire le pot de l'amitié, tout en écoutant la musique. Et merci Nicolas aussi donc pour le reportage qu'il va nous faire bientôt.
Toutes les photos, c'est lui qui les a montées. On se retrouve au buffet. Merci pour tous.